Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle formation, pour ces assises de la déontologie qu'organise l'ACE PACA. Un grand merci à Camille et alors, juste un micro. Camille, je vais juste couper ton micro. Ouais. Un grand merci à Camille Merlet, Christelle Grenier, et puis à nos intervenants Marie-Caroline Bernard et Patrick Arnaud, qui auront l'occasion de se présenter juste après. Donc on vous accueille pour deux conférences cet après-midi. Donc la première sur les honoraires de l'avocat et la seconde sur le conflit d'intérêts. J'espère que ces interventions vont vous intéresser, vont répondre à vos questions. Brièvement, donc les intervenants, je vais vous laisser vous présenter un à un pour dire juste quelques mots, et puis ensuite je reprends la main juste pour introduire le déroulement de la conférence d'un point de vue technique, si ça vous convient. Donc, je vous propose de prendre dans l'ordre et galanterie n'oblige pas, puisque c'est Patrick Arnaud du coup, qui va vous présenter. Bon, écoutez, j'accepte de parler volontiers en premier. Donc, Patrick Arnaud, avocat barreau de Marseille. Je suis, pour ceux qui me connaissent, un ancien conseil juridique et j'exerce dans ce métier depuis 1980. Donc, vous voyez, les années n'ont pas eu raison de moi. Je suis encore passionné par le métier que je fais. Et bon, ça ne durera pas éternellement, mais je me laisse encore un peu de temps pour continuer. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, d'accord. Et je voulais simplement vous dire, donc je suis associé dans une société, dans une CELARL d'avocats, et je suis un ancien élu de la CARPA. Voilà. Et j'aurai l'occasion on va dire, d'animer ou de diriger cette intervention. Voilà, c'est tout pour moi. Marie-Caroline, à toi. Oui, bonjour et bienvenue à tous à cet atelier organisé par la CE. Marie-Caroline Bernard, je suis avocate au barreau de Marseille depuis 2002. Je suis ancien membre du Conseil de l'Ordre et je suis co-responsable de la commission économie et entreprise du barreau de Marseille. J'exerce quant à moi au sein d'une CELARL dans laquelle je suis associée et je gère le département conseil aux entreprises. Voilà. Et donc pour ma part, Christelle Grenier, avocate au barreau de Marseille également, associée au sein d'une CELARL avec la particularité d'être associée avec ma sœur jumelle, et je suis aussi présidente de l'ACE PACA. Super, merci beaucoup pour la présentation. Camille, est-ce que tu peux dire un mot ou pas, comme tu es à côté de Christelle? Bon, ok. On continue. Désolé, on a un petit souci technique, Camille, on va le résoudre. Je dis un mot du coup sur SideQuest qui participe à l'organisation de cet événement. Et également, SideQuest, c'est un organisme de formation à destination des professionnels du droit qui vient de lancer, qui a été lancé en 2020, en pleine période de confinement, avec un objectif, c'est d'essayer d'aider les professionnels du droit à se former autrement, avec un regard plus pratique, plus près de leur réalité du quotidien, leur réalité d'exercice. Et j'espère que les échanges qu'on va avoir aujourd'hui autour de la question de l'honoraire vont répondre à cette ambition qu'on a d'un point de vue pédagogique. Deux formations qu'on vient de lancer, des formations payantes. Une première sur la cybersécurité, qui est véritablement des compétences et des connaissances que chacun doit avoir dans son quotidien pour préserver la confidentialité de ses échanges, ainsi que évidemment la question et l'absolu secret professionnel de la profession d'avocat. On va essayer d'y répondre au travers de cette formation qui est faite par Jean-Sylvain Chavannes, qui est un ingénieur en cybersécurité, un groupe de formation au départ, et qui a travaillé pour l'ENSI pendant plusieurs années. Et également une deuxième formation qu'on lance aujourd'hui sur LinkedIn pour aider les professionnels du droit à s'emparer véritablement de ce réseau pour en faire un levier de développement et de croissance. Vous aurez les liens également dans le mail qu'on va vous envoyer. Voilà, c'est fini pour la minute de réclame. Je vais laisser nos intervenants
prendre la suite. Juste un mot avant sur le déroulement de ce webinaire. Alors, d'abord, on va avoir différents thèmes et différents items abordés par rapport à cette question de l'honoraire de l'avocat. Les intervenants exposeront leur regard sur ces différents thèmes. Ils discuteront de ces sujets-là et également on va centraliser sur le chat vos différentes questions. Et donc à la fin de chaque thème, on prendra quelques minutes pour répondre aux questions qui ont été posées. Je vais être attentif à ces questions-là et bien sûr, je vais vous les repartager pour nos intervenants. Pardon. Voilà, alors introduction, je laisse la main du coup, je vous laisse la main Patrick. Ok, merci. Donc, vous voyez le programme tel qu'il est affiché. Donc, on a retenu trois grands thèmes sur la fixation de l'honoraire, la rédaction de la convention de l'honoraire et le recouvrement. Donc, on va passer donc, au premier point sur la fixation de l'honoraire. Alors, je voulais vous dire simplement, me concernant, que lorsqu'on m'a demandé d'intervenir sur le sujet, j'ai tout de suite accepté. C'est un sujet essentiel et passionnant et je ne vous cache pas que facturer un honoraire ou proposer un honoraire à un client, c'est toujours un exercice un peu difficile. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, il y a encore quelques années, c'était toujours compliqué, difficile, peut-être un manque de confiance en soi. Et donc, je crois qu'il faut arriver à totalement dédramatiser la situation. Il est normal que lorsqu'on est un prestataire de service, on nous soit rémunéré pour les prestations que l'on rend, et en sachant que chez les avocats, c'est un petit peu particulier, donc on va pouvoir le regarder en détail. Donc, la fixation de l'honoraire, concernant la situation de la fortune du client, je vous renvoie à l'article 11.2 du règlement intérieur national. Alors, concernant la fortune du client, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez bien. Les honoraires sont fixés suivant les usages en fonction de la situation de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Donc, si on tient compte de la fortune du client, cela reviendrait à facturer pour le même acte ou pour la même procédure un honoraire élevé pour les clients aisés. Et si en revanche la situation du client paraît modeste, alors cela justifierait la fixation d'un honoraire peu élevé. En fait, c'est un critère un peu suranné parce que dans le temps, la profession d'avocat venait spontanément en aide aux défavorisés en les faisant payer les riches pour les pauvres en quelque sorte. Il s'agissait d'une sorte de service social, illustration du principe de désintéressement. À l'heure actuelle, l'estimation de la fortune du client, si vous voulez, peut être qu'aventureuse et délicate. On ne va pas demander aux gens de nous communiquer leur avis d'imposition lorsqu'ils viennent nous consulter. Et il est évident que si un conflit devait s'élever sur la détermination des honoraires, le juge aurait tendance à vérifier les éléments de détermination des honoraires et pourrait effectivement s'intéresser à la fortune du client. Alors, moi, ce que je puis vous dire, c'est qu'à mon niveau, lorsqu'on a affaire à de jeunes entrepreneurs, on a plutôt tendance à leur faire des honoraires, je dirais, réduits et adaptés à leur situation, en espérant qu'ils puissent ensuite développer leur affaire, nous garder comme conseil, et à partir de ce moment-là, on pourra pratiquer des honoraires normaux. Donc, il est évident que c'est un critère auquel on est quand même relativement sensible. Je ne sais pas ce que les autres, mes consoeurs, en pensent. Si vous avez un avis à émettre sur le sujet. Christelle ou pas ou... Oui. Peut-être que vous ne m'entendez pas. Oui.
Vous m'entendez ou pas? Il y a un écho. Oui, donc oui, il y a un écho. Ça va mieux? Oui, c'est bon. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Patrick sur cette question, c'est-à-dire qu'effectivement, même si ça peut paraître aujourd'hui un critère un petit peu dépassé, on a tous dans nos clientèles, on peut tous être amenés à tenir compte, non pas forcément de la situation de fortune du client, mais de la situation dans laquelle le client se trouve. C'est-à-dire que nous, on est confrontés par moment à des sociétés qui sont en cours de constitution ou à des créateurs pour des startups. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à peut-être modérer nos honoraires au départ pour essayer de rencontrer le client et essayer après de lui montrer la plus-value qu'on peut lui apporter sur d'autres actes, en fait. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en concurrence notamment avec les legal tech pour les constitutions de sociétés. On est aussi en concurrence avec les experts comptables sur une grosse partie du juridique où eux, comme ils ont de la récurrence, ils sont en capacité d'offrir un certain nombre d'actes. Donc, c'est vrai que nous aussi, on peut avoir tendance à s'adapter à non pas forcément la situation de fortune du client, mais l'état d'avancement de son projet. C'est-à-dire que si vous avez effectivement un entrepreneur qui est installé, c'est pas la même chose qu'une société qui démarre avec des fois des jeunes qui sortent d'école de commerce et qui n'ont pas forcément des budgets énormes pour le juridique. Et c'est quand même bien qu'ils viennent prendre conseil auprès d'un avocat. Et dans ce cas-là, on a effectivement, nous, la possibilité d'adapter nos honoraires. OK. Pas de remarques, d'autres supplémentaires? Donc, concernant le point suivant, on pourra peut-être y revenir, hein, de la situation de fortune du client. La rentabilité, la difficulté de l'affaire. La difficulté de l'affaire est également un élément de détermination du montant des honoraires. Et on ne doit pas perdre de vue que nous sommes tous quelque part des chefs d'entreprise et qu'on doit assurer la rentabilité de notre entreprise. Donc on ne peut pas se permettre de travailler à perte. Et l'avocat, évidemment, doit toujours en amont essayer d'évaluer la difficulté de l'affaire afin d'en déterminer au mieux le montant des honoraires et pour s'assurer, évidemment, une certaine rentabilité. Et les tribunaux apprécient ce point en fonction de critères de droit et de fait. Et moi, je souhaite vous dire que après un certain nombre d'années et un peu d'expérience, évidemment, on sait ce que va coûter tel ou tel type de dossier ou de procédure, mais quelque part, il faut toujours se réserver la possibilité d'avoir la possibilité de réviser ses prix et ses tarifs en cours de route pour éviter que ce soit un four. Donc, ne jamais perdre de vue cette notion de rentabilité pour le cabinet. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques de mes consoeurs sur ce sujet? Non. Camille, non. On n'a pas de... Alors, le point suivant, un grand sujet, forfait ou taux horaire. Les honoraires au temps passé, bon, pour la Cour de cassation, c'est un mode suspicieux, puisque la seule appréciation du temps passé est parfaitement arbitraire et surtout impossible à contrôler pour le client. Et pour pouvoir justifier de la réalité des honoraires dus, donc il est absolument nécessaire et indispensable de tenir un détail du nombre d'heures et des tâches réalisées sur un dossier. Il faut savoir que si, en l'absence totale de justification qui permettrait de retracer l'historique du travail de l'avocat, le juge pourra se départir du mode de fixation conventionnellement prévu et apprécier les honoraires selon des critères légaux, ce qui est quand même, je dirais, dangereux pour l'avocat, qui est à la merci du juge en quelque sorte. Alors aujourd'hui, on a un grand nombre de logiciels qui nous permettent de mentionner heure par heure, chaque jour, le temps qu'on passe sur les dossiers. Je pense qu'il faut s'astreindre, c'est absolument indispensable de s'astreindre à cette discipline et de l'inculquer surtout
aux jeunes collaborateurs. Une fois que le pli est pris, on y arrive très très bien. Mais si on oublie de marquer un temps passé sur un dossier parce qu'on est débordé, c'est toujours extrêmement difficile dans les jours qui suivent de pouvoir arriver à reconstituer son emploi du temps lorsqu'on a passé du temps sur un dossier. Quitte à le marquer sur un bout de papier et à le récupérer après coup pour l'inscrire dans le logiciel. Donc, forfait ou taux horaire, on peut imaginer une combinaison des deux et qu'à nous de choisir. Concernant les honoraires forfaitaires, on y est parfaitement autorisé par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. Donc, on peut recevoir des honoraires forfaitaires de manière périodique. Ainsi, l'avocat peut fixer un honoraire forfaitaire pour les affaires dont il est en charge, comprenant l'entière prise en charge du dossier. Donc, la mise en place de ce type d'honoraire suppose que l'avocat soit parfaitement en mesure d'évaluer au préalable les prestations qu'il effectuera. Donc, on sait très bien que pour faire tel ou tel type d'acte simple, on va facturer un honoraire ou forfait. Si on doit intervenir dans du secrétariat juridique de société, on sait peu ou prou ce que coûte un secrétariat juridique annuel. Je présume que pour ceux qui font de la procédure, une procédure simple peut être facturée de manière absolument forfaitaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus, il faut être extrêmement prudent et ne pas s'enfermer dans un système au forfait si on risque évidemment de le dépasser. Donc, toujours prendre la précaution, on le verra après, peut-être dans une convention d'honoraires, si on doit prévoir un forfait, se ménager la possibilité de revenir dans la mesure où ce forfait risquerait d'être dépassé. Voilà, je ne sais pas si mes consoeurs ont un avis sur le sujet. Oui, c'est-à-dire juste, effectivement, quand on fait du judiciaire, moi, pour avoir 50% de mon activité en judiciaire, l'honoraire forfaitaire est un peu plus délicat, à mon sens, que dans le juridique, parce que c'est toujours délicat de prévoir, au moment où le client vient nous voir, par exemple, pour une assignation, l'ampleur que prendra le dossier. Donc, nous, c'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies, mais ce qui est bien, c'est que même en matière judiciaire, quand on fait des honoraires forfaitaires, c'est soit de prévoir dans la convention d'honoraires une possibilité de renégociation de la convention si les diligences qui sont effectuées s'avèrent beaucoup plus importantes, ou de ramener le forfait à un volume horaire. C'est-à-dire que, par exemple, sur une procédure, on peut prévoir un honoraire forfaitaire qui va correspondre à une procédure classique. Et ce qui permet de pallier au fait que sur certaines procédures, vous pouvez avoir un adversaire un peu retors qui va vous faire 4 incidents sur la mise en état, des appels d'incidents et qui va vous exploser le forfait en 6 mois de procédure. Donc, c'est vrai que c'est quand même bien pour pas être… parce que effectivement, notre objectif majeur, ça reste quand même la rentabilité, de pouvoir soit renégocier, soit d'avoir calqué son modèle par rapport à une procédure classique, c'est-à-dire soit un volume d'heures, soit un certain nombre d'actes à effectuer. Oui, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Christelle. Effectivement, dans le cadre de procédures judiciaires, il faut être particulièrement vigilant sur la rédaction, on va dire, du contenu de votre mission et partir, si vous souhaitez aller sur le terrain d'un honoraire forfaitaire dans l'objectif, on va dire, de prévisibilité du coût pour le client, de bien lister toutes les démarches qui sont incluses dans votre forfait et ne pas hésiter à mentionner une clause supplémentaire d'honoraires complémentaires en fonction des diligences supplémentaires qui peuvent arriver en cours de procédure, un jugement avant dire droit qui va prononcer une expertise judiciaire. Dans votre forfait de base, vous incluez un nombre qui vous paraît relativement correct de rendez-vous clients. On va dire par exemple 5 rendez-vous clients pour l'intégralité de la procédure. Si le client veut vous voir toutes les semaines, vous mettez dans le cadre d'une clause d'honoraires complémentaires la tarification du rendez-vous supplémentaire au-delà de ce qui est inclus dans le forfait de base. Donc ça, c'est véritablement très important de bien mentionner. Donc, effectivement, le justiciable, le client, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Il a besoin de savoir véritablement combien va lui coûter notre prestation. Donc, afficher un forfait pour une procédure judiciaire, effectivement, c'est beaucoup plus vendeur.
et c'est beaucoup plus, ça nous permet en fait de rentrer le dossier, mais comme tous les interlocuteurs l'ont dit, il ne faut pas perdre non plus de vue la rentabilité du dossier, et donc prévoir les hypothèses qui peuvent avoir lieu en cours de procédure. Pour revenir sur la question de est-ce qu'on doit forcément choisir entre soit la tarification horaire, soit la tarification forfaitaire, puisque l'intitulé de cet atelier précise aussi qu'il y a des retours d'expérience. Moi, à titre personnel, j'ai mis en place en fait une convention d'honoraires qui prévoit à la fois des honoraires forfaitaires pour tout ce qui est rédaction d'actes basique, et adossé à ce forfait d'honoraires pour la rédaction d'actes, j'ai adossé un forfait de crédit d'heure qui est utilisable pendant une certaine durée, donc c'est-à-dire pendant 6 mois, pendant 1 an, qui me permet de fournir des conseils et qui va s'adosser à la simple mission de rédaction d'actes. Ça fonctionne très bien, les chefs d'entreprise sont particulièrement friands de ce type de convention d'honoraires, et véritablement, j'arrive, donc dès le premier rendez-vous où on cerne, on va dire, l'étendue de ma mission et les besoins du créateur d'entreprise, j'adosse en fait le forfait conseil, recherche, rendez-vous adossé aux honoraires forfaitaires pour la rédaction d'actes. Et donc ça, c'est la pratique que j'ai mise en place. J'attire aussi votre attention sur pour revenir en fait sur la question forfait ou taux horaire. Vous avez certains types de procédures où il est impossible, vous n'avez pas véritablement de diligence, mais de diligence réellement facturable dans le cadre d'un forfait. Il y a certaines phases de la procédure qui ne sont pas nécessairement prévues dans les conventions de certains avocats. Je vais vous donner l'exemple tout bête d'une procédure JAF, c'est-à-dire que vous indiquez un honoraire forfaitaire pour une procédure JAF, divorce. Vous avez, sans distinguer véritablement les différentes phases de la procédure, vous avez la première phase qui va jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, et puis il peut y avoir une certaine durée, notamment si personne a l'initiative d'assigner en divorce pendant le délai qui lui est imparti, une période qui peut être particulièrement longue entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la délivrance de l'assignation en divorce. Or, pour les avocats, c'est le retour en tous les cas d'expérience que j'ai quand j'ai discuté avec certains confrères qui font beaucoup de procédures JAF. Pendant ce laps de temps, les clients n'hésitent pas à solliciter leur avocat en permanence pour avoir différents conseils. Ils pensent que c'est il faut qu'on puisse le préciser, que tous ces conseils qui sont pendant ces phases qui ne sont pas strictement procédurales doivent faire l'objet d'une facturation et peuvent faire l'objet d'une facturation. Je vous donne l'exemple typique, à l'approche des vacances, où on est dans le cadre de l'application d'une décision, mais sans être véritablement sous le coup de l'assignation en divorce, où il y a les parents qui vont solliciter en permanence l'avocat pour l'exécution du droit de visite et d'hébergement, la question du doudou qui s'est perdu entre les 2 parents. Là, si on ne l'a pas prévu, alors je ne dis pas de prévoir la question de qui va garder le doudou en matière de garde de jeunes enfants, mais si on ne prévoit pas en fait que, par exemple, un petit forfait d'heures, c'est-à-dire entre l'ordonnance de non-conciliation et la délivrance de l'assignation de divorce, le client a le droit de solliciter son avocat pendant 1 heure, pendant 2 heures, qui lui sera facturé X euros. Voilà, ça c'était un petit peu les 2 grands exemples, et en droit des affaires, avec cette proposition de convention mixte, et après en matière judiciaire et notamment en matière de procédure JAF. Oui, moi j'ajouterai un point en matière de LBO et d'acquisition d'entreprise. Il faut toujours savoir faire la part des choses entre le moment où l'avocat conseil intervient, soit pour rédiger les actes, soit pour assister son client, et la part de négociation, je dirais, qui revient au client directement, parce que on ne peut pas passer son temps à participer à des négociations qui sont très chronophages, et on ne peut pas forcément facturer toutes les heures qu'on va passer à assister les gens, à les entendre discuter, se mettre ou ne pas se mettre d'accord. Donc, moi, j'essaye toujours de faire en tout cas la part des choses, de laisser une part au client qui gère directement, et de manière à limiter au maximum le temps qu'on passe et souvent qu'on perd dans des discussions interminables qui parfois n'aboutissent à rien. Donc, time is money. Donc, il ne faut pas oublier ce principe lorsqu'on traite ce genre de dossier.
Camille. Deux questions. Excuse-moi, Camille. Oui, je voulais juste revenir sur la convention d'honoraires crédit d'heure de Marie-Caroline. Marie-Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment est-ce qu'elle fonctionne? Parce que du coup, tu as dit que tu fonctionnais par crédit d'heure, mais tu avais bien expliqué, par exemple, que le montant était dégressif, etc., en fonction du nombre d'heures. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne? Concrètement, lors du premier rendez-vous que j'ai avec le potentiel client, donc avant de formuler ma proposition tarifaire, j'évalue, on va dire, ses besoins. Donc, si on est dans le cadre d'une création, il y a tout ce qui est mission de conseil par rapport à la forme juridique, par rapport à différentes choses. Donc, j'évalue, on va dire, et je quantifie par anticipation les besoins dont il pourrait avoir dans le cadre de la création de son activité. Je prends l'exemple d'un créateur d'entreprise dans le cadre d'une création. Et je lui dis que par rapport à la situation telle qu'il me la présente lors du premier rendez-vous, je dis ça serait nécessaire d'avoir 10 heures de crédit formation. Donc, la première tranche en fait de crédit d'heure, elle est toujours de 10 heures avec un taux horaire qui est fixé par anticipation, qui est utilisable pendant une certaine période, donc avec une flexibilité, c'est-à-dire ça peut être 6 mois, ça peut être aussi 1 an, ce qui permet aussi après aux créateurs de me consulter après ma livraison, on va dire, d'actes de livrables. Donc, ça lui donne en fait comme un espèce d'abonnement. Il peut avoir recours à mes services dans le cadre de ce forfait, donc de 10 heures. J'applique donc un taux horaire pour la première tranche et après, selon le nombre d'heures que j'estime, et ça inclut les négociations, parce que je vois que dans le chat, il y a beaucoup de questions sur mais comment on fait pour calculer, on va dire, les heures de négociation quand le client nous le donne. On sait qu'à peu près, selon la nature, on va dire, de la négociation, on sait à peu près combien d'allers-retours on va devoir avoir. Et dans le cas d'une négociation, on sait aussi le nombre d'interlocuteurs qu'on va devoir avoir. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à évaluer, que moi, j'arrive à évaluer ce forfait de crédit d'heure initial. Si le client dépasse le forfait de crédit d'heure, j'applique ou pas, ça dépend des dossiers, ça dépend de la nature de ce qu'on me demande de faire, un honoraire dégressif au-delà de la 10e heure. Et ça devient finalement, en fait, une prestation à la carte, c'est-à-dire que le client sait qu'il a 10 heures devant lui avec moi, en plus des honoraires forfaitaires de rédaction d'actes, et il me consulte à la carte. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu en même temps aux questions qui ont été posées sur la question des négociations. Mais pour une négociation, par exemple, là, je vois pour un renouvellement de bail commercial ou difficilement quantifiable, pareil, le renouvellement du bail commercial, on va savoir si de deux choses l'une, soit on est en direct avec le bailleur, soit on sait qu'il y a le bailleur, le représentant du bailleur, donc l'agence l'agence immobilière, le mandataire en gestion, et éventuellement un avocat, on sait à peu près le nombre d'allers-retours qu'il nous faut et on sait, dans le cadre d'un renouvellement de bail commercial, les clauses quand même qui vont poser difficulté, parce qu'on ne parle pas d'une page vierge. Et ça, on arrive après avec l'expérience à voir à peu près combien de temps ça va nous prendre, ce genre de choses. Au-delà de la simple rédaction du bail commercial qui, lui, peut être forfaitisé, puisque dans mon crédit d'heure, c'est tout ce qui est cette phase en amont, cette phase de conseil et cette phase de négociation. La rédaction, quant à elle, est forfaitisée. Une fois qu'on a tout arrêté, le forfait rédaction est appliqué. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aussi à ce que Camille, tu me demandais de dire. C'est bien, c'est bien ça. C'est plus le client consomme d'heures et plus finalement c'est dégressif et c'est une manière aussi de créer un abonnement parce que je vois c'est ce qui a été mis sur le chat. C'est un abonnement avec un crédit d'heures et plus je fais appel à toi et plus le taux horaire est dégressif. Exactement. Voilà. Exactement. Okay. Donc ça effectivement c'est un bon moyen pour fidéliser son client finalement. C'est exactement ça, c'est vraiment, moi je m'en sers comme argument de fidélisation du client qui sait qu'il peut faire appel à moi sans être avec un forfait, on va dire, mensuel qui peut réfréner certains, même si c'est un bon modèle aussi applicable, mais là il sait qu'il a son crédit d'heure, il peut entre guillemets le recharger quand il en a besoin. Christelle, ton micro, ouais. Oui, pardon, vous m'entendez? Oui. Je lisais juste quelque chose sur le chat où un intervenant disait il est intéressant aussi de prévoir un autre mode de calcul de l'honoraire dans la clause de dessaisissement anticipé.
Alors ça, c'est vrai qu'on y reviendra un peu après, mais c'est vrai que c'est très, très important de prévoir un autre mode de calcul en cas de changement d'avocat et de dessaisissement anticipé d'avocat, d'autant plus qu'il y a une jurisprudence qui a été rendue très récemment, le 23 septembre 2020, par la Cour de cassation, qui justement remet en cause la responsabilité de l'avocat pour manquement à son obligation d'information et de conseil du client pour ne pas l'avoir averti des modalités de facturation en cas de dessaisissement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était dans une espèce où il y avait une convention d'honoraires qui avait été signée pour une affaire devant le tribunal de sécurité sociale, un honoraire forfaitaire qui avait été prévu pour la première instance, un autre honoraire qui avait été prévu pour la procédure d'appel, et il avait été prévu un honoraire de résultat complémentaire en fonction du succès de la procédure. Il s'avère cependant qu'avant même qu'il y ait eu le jugement qui aurait dû être rendu par l'ancien TAS, maintenant le tribunal pôle social du tribunal judiciaire, le client dessaisit son avocat et s'adresse à un autre conseil. Et donc, l'avocat facture, et alors il ne facture pas. Et donc, le client verse à l'avocat ce qui avait été prévu pour l'intégralité de l'honoraire de première instance. Mais l'avocat qui estimait avoir fait plus de diligence et qui avait prévu un honoraire de résultat qu'il ne pouvait pas réclamer puisqu'il était trop proche du succès de l'action, va facturer des honoraires complémentaires en fonction du temps passé des diligences sans se fonder sur la convention d'honoraires. Et ça avait été admis en première instance, ça avait été admis par le bâtonnier, validé par la Cour d'appel, qui disait à partir du moment où le client a dessaisi son avocat, la convention d'honoraires devient caduque et il est libre de facturer en fonction des critères de l'article 10, c'est-à-dire difficulté de l'affaire, temps passé, enfin en énumérant les différents critères. Et c'est cassé par la Cour de cassation qui dit qu'en tant que professionnel, l'avocat a un devoir d'information envers son client, devoir d'information qui porte sur les modalités de calcul de l'honoraire en cas de dessaisissement. C'est-à-dire qu'en fait, dans la convention d'honoraires, il faut prévoir si le client nous dessaisit suffisamment en amont de la décision judiciaire et qu'on a prévu un honoraire de résultat et qu'on ne peut pas réclamer cet honoraire de résultat parce qu'on est trop loin de la décision, c'est-à-dire que par exemple, on n'a fait que l'assignation, comment on va pouvoir facturer les diligences qui ont été accomplies. Ok, on peut passer peut-être au point suivant. Sur le pacte Cotalitis, prohibition, admission des honoraires complémentaires de résultats. Alors, bien que ce soit discuté, il est interdit aux avocats de déterminer leurs honoraires sur la base d'un pacte de Cotalitis, c'est-à-dire uniquement en fonction du seul résultat à intervenir. Par contre, ces dispositions autorise à contrario de convenir d'un honoraire complémentaire de résultat qui s'ajoute aux honoraires de diligence. Donc en fait, cela prend en quelque sorte la forme d'un pourcentage des sommes obtenues à l'issue d'une décision devenue irrévocable, laquelle peut avoir été rendue postérieurement au dessaisissement du dossier, comme on vient d'en parler, lorsque l'avocat a convenu d'une clause de dessaisissement. Donc, il est évident que lorsqu'on a un honoraire de résultat et qu'on doit le prévoir, bon, évidemment, il faut que ce soit écrit, il faut prévoir le versement de provisions préalables pour que ensuite on puisse avoir la possibilité de facturer un honoraire de résultat. Alors, il est évident que pour éviter toute discussion, il nous faut une convention écrite, un honoraire de base prévu pour chaque stade de la procédure, en l'occurrence éventuellement le versement de provisions, et un honoraire de résultat. Et à l'obtention du résultat, le pourcentage, l'honoraire complémentaire n'est évidemment dû qu'une fois le résultat obtenu. Il peut s'agir certainement de profits réalisés ou de pertes évitées. Donc, peut-être celles en tout cas qui interviennent plus régulièrement au contentieux ont un avis plus précis sur la question ou pas. Effectivement, pour le contentieux, on peut également prévoir un honoraire de résultat qui va être fonction soit des sommes qu'on peut faire
économiser à notre client dans le cadre d'un contentieux, soit des sommes qu'on peut effectivement lui faire gagner. Alors, effectivement, c'est important de prévoir cet honoraire de résultat, de prévoir sa fixation et de prévoir effectivement sur la même base de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la difficulté, enfin, que deviendra cet honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat en fonction de l'état d'avancée de la procédure. C'est-à-dire, est-ce qu'il aura droit à une partie du résultat ou sinon, le cas échéant, comment seront fixés les honoraires en cas de dessaisissement, c'est-à-dire quels critères on va utiliser pour ne pas s'exposer à devoir des dommages et intérêts. Il y a une jurisprudence qui a quand même été rendue, qui était plutôt favorable comparée à certaines qui sont moins favorables aux avocats par la Cour de cassation, justement sur cette question d'honoraire de résultat, où la Cour de cassation l'a admis, alors même qu'il n'y avait pas de convention express. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un avocat qui avait accepté un mandat pour une procédure d'expulsion. Il y avait un de ses clients qui avait un bail commercial qui s'était vu délivrer un commandement de payer. L'avocat va accepter, il va, dans le mail qu'il va envoyer au client, prévoir ses honoraires et évoquer un honoraire de résultat complémentaire. Donc, ça ne va pas faire l'objet d'une convention, c'est-à-dire que l'avocat va parler d'un honoraire de résultat sans que le client s'en émeuve particulièrement ou demande des précisions, mais à aucun moment il y a d'accord express, notamment sur le montant de l'honoraire de résultat. Et donc, la procédure est finalement transigée parce que il y a une cession de fonds de commerce entre le bailleur et le locataire commercial, et une cession de fonds de commerce sur un fort montant. Et à ce moment-là, avant même que la cession elle soit définitive, le client va proposer à son avocat un honoraire complémentaire correspondant à l'honoraire de résultat. Ce qui ne va pas satisfaire l'avocat parce qu'il n'était pas d'accord sur le montant de l'honoraire de résultat, qui va lui saisir le bâtonnier d'une demande de taxe en demandant une facture complémentaire pour un résultat assez conséquent. Enfin, au regard du montant de la cession, ce n'était pas forcément conséquent, mais au regard c'était quand même beaucoup plus conséquent que ce que le client avait offert de payer. Et alors, c'est vrai que l'avocat est débouté par le bâtonnier et par la cour d'appel parce qu'il relève que justement l'honoraire de résultat, ça doit être fixé dans une convention et que ça doit résulter d'un accord express. Et pour une fois, la Cour de cassation, elle a une solution un peu différente, et en tout cas qui est favorable aux avocats, mais à mon avis, il faut quand même mieux pacifier et essayer de prévoir des conventions express. Mais elle dit qu'à partir du moment où, si vous voulez, il y a un aveu du client, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le client, ce que la Cour de cassation va dire, c'est que le bâtonnier et la Cour d'appel ont commis une erreur, puisqu'à partir du moment où le client a offert de payer un honoraire de résultat, c'est que quelque part, il était d'accord, et que cet accord express, il n'est pas forcément écrit, il peut être oral ou résulter des circonstances de l'espèce. Bon, après, se pose quand même le problème de déterminer le montant de l'honoraire de résultat, puisque là, c'est du coup, ça a été renvoyé devant une autre cour pour statuer, mais voilà, ça pose quand même le problème de définir le montant. Donc, c'est quand même sujet à caution, mais pour une fois qu'une jurisprudence est plutôt favorable aux avocats, voilà, c'est… Bon, on va pas s'en plaindre. Hein. Donc, Et sur le pacte de Cotality, est-ce qu'il n'y a pas justement des innovations et des évolutions à opérer là-dessus? Tu veux pas… Oui, donc c'est vrai que sur le pacte de Cotality, aujourd'hui, il y a effectivement une prohibition totale. Alors, il y a une partie des gens qui militent effectivement pour que cette prohibition soit levée au moins pour partie, au moins sur certains… Enfin, déjà, il y a une dichotomie qui s'opère, et c'est-à-dire que vous avez certaines personnes qui considèrent que le pacte de Cotality, il n'est interdit qu'en matière judiciaire, puisque le terme litis renverrait à la procédure judiciaire, et qu'en fait, ce ne serait interdit que dans le cas d'une procédure judiciaire. Ce qui serait conforté par le fait que pour les autres activités accessoires, on y reviendra, des avocats, notamment les avocats mandataires sportifs, il y a des conventions qui prévoient un règlement uniquement sous forme de résultat, c'est-à-dire un pourcentage en fonction du contrat signé comme n'importe quel agent joueur. Donc, c'est vrai qu'il y a certains qui considèrent que la prohibition du pacte de Cotality, ça ne viserait que les procédures judiciaires, et donc ça ne viserait pas tout ce qui peut relever des autres activités de l'avocat qui ne concerneraient pas le judiciaire. Ok. Si je peux me permettre aussi, ce qui est intéressant dans toutes vos discussions que je suis, moi j'ai l'habitude d'intervenir sur des questions d'innovation.
Et on a tendance à dire de plus en plus que l'innovation, elle passe par la révolution des modèles économiques. Et en fait, dans cette révolution des modèles économiques, on se rend compte qu'un des facteurs clés de succès, c'est d'essayer de replacer le client au centre du modèle économique. Et quand on réfléchit aux différents modes d'honoraires, de calcul d'honoraires que vous évoquez depuis le début, on se rend bien compte que, bon, effectivement, le taux horaire, c'est probablement ce qui est le plus désaligné des intérêts du client, puisque finalement, plus vous avez intérêt à entre guillemets, passer plus de temps sur le dossier, même si évidemment, vous avez d'autres dossiers et que vous avez quand même envie d'être rapide et que le client vous perçoive de façon positive. Mais globalement, il y a un désalignement parce que plus vous passez du temps sur le dossier, plus vous allez facturer. Donc, votre intérêt est quand même de facturer du temps. Et le client, au contraire, lui, pourrait se sentir lésé, en tout cas en termes de perception. La question du forfait avec le créditant, en fait, effectivement, on a quelque chose de dégressif qui présente un intérêt un petit peu plus intéressant pour le client. Mais il ne faut pas se leurrer, ça reste quand même du taux horaire déguisé et du temps homme déguisé. Et en fait, on se rend compte que les modèles dans lesquels vous avez le plus d'alignement d'intérêt avec vos clients, c'est ceux dans lesquels vous avez un intéressement qui est fort. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à une prise de risque complète avec le pacte Cotalitis où effectivement on est sur le seul honoraire de résultat? Il y a évidemment, là je comprends parfaitement des questions déontologiques, mais il faut aussi se rendre compte dans la manière dont vous allez définir vos honoraires et essayer de vous poser cette question de qu'est-ce qui va être le plus proche des intérêts de mon client. Alors évidemment, il faut que mon cabinet soit rentable, mais d'une manière générale, en fait, et c'est les nouveaux modèles économiques qui sont pensés ainsi, plus vous allez réussir justement à créer cette adéquation avec l'intérêt du client, plus globalement, en créant cette satisfaction, vous allez aussi faire tourner votre cabinet et en principe, en obtenir un retour sur investissement. Alors à vous de vous mettre des garde-fous et d'avoir des indicateurs de suivi de la performance économique de vos cabinets, mais voilà, je voulais juste participer à cette réflexion. Je sors un petit peu du cadre déontologique, je me permets une touche sur les liens qu'il y a avec l'innovation, mais ça me semble assez fondamental. Oui, non, mais tu as raison de préciser. De toute façon, il est évident qu'il faut toujours qu'on ait à l'esprit la rentabilité de nos cabinets, mais également comment est-ce qu'on a pensé notre offre de service, pour quel client, comment, et la facturation est évidemment de toute façon fonction de cette offre de service et de nos clients. Ça va de soi. Bon. Ok. Ok. Débat sur le pacte Cotalitis, et donc du coup… L'apport d'affaires. L'apport d'affaires. Donc, c'est un sujet intéressant, et puisque la pratique du versement de commissions d'apporteurs d'affaires est interdite aux avocats. Voilà. C'est le principe. Lorsqu'un professionnel adresse un client à un confrère, le second ne peut pas verser de commission, ni le premier en recevoir une. Pourtant, on peut considérer que celui qui a recommandé le recours à un professionnel a apporté une valeur à celui-ci. Donc, dans n'importe quel milieu économique, hors les avocats, cela se paie, pas chez nous, pas chez les avocats. C'est lié à la nécessité de préserver la spécificité de la prestation qu'on rend et en évitant notamment toute forme de marchandisation ou d'action qui pourrait être perçue comme telle. Alors, à côté de l'apport d'affaires, on peut considérer que la pratique du partage d'honoraires est parfaitement autorisée. Elle consiste, dans le cas où plusieurs avocats travaillent sur le même dossier, à opérer un partage d'honoraires entre eux. Et une question se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'il est possible pour un collaborateur de percevoir en complément de sa rémunération un pourcentage en cas d'apport de dossier au cabinet? Oui. Oui, là c'est possible puisque ça a été reconnu comme tel par la Chambre civile de la Cour de cassation et on considère que l'apport d'affaires, la rémunération de l'apport d'affaires est interdit entre avocats mais ne concerne pas l'avocat et son collaborateur. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai rarement été confronté, en fait, quand j'étais peut-être un peu plus jeune, de devoir rémunérer des apports de dossiers que certains confrères pouvaient envoyer, mais il est plus souvent question du partage d'honoraires et on peut imaginer aussi qu'entre confrères, l'apport de dossier puisse entraîner éventuellement à l'inverse un autre apport de dossier dans
dans l'autre sens. Donc, personnellement, les dossiers dans lesquels je n'ai aucune compétence, s'ils ne peuvent pas être traités au cabinet, on les adresse à d'autres confrères plus compétents que nous. Et entre nous, ce qui nous intéresse, c'est la satisfaction du client, et on n'attend pas d'être rémunéré en fait sur l'apport du dossier directement. Alors, quels sont les enjeux? Lors de son assemblée générale qui a eu lieu ce 9 octobre, le Conseil national des barreaux s'est penché sur cette question délicate de la commission d'apporteurs d'affaires, très clivant, et c'est un sujet qui oppose les progressistes et les conservateurs, les gardiens du temple. Alors, parmi les questions soulevées là, qui apparaissent ici, comment le client va-t-il percevoir le fait que son avocat touche une rémunération pour lui présenter un autre professionnel? Qui doit assumer le paiement de cette commission? Le client parce que c'est un honoraire, ou l'avocat bénéficiaire comme dans une relation classique d'apport d'affaires? L'apporteur d'affaires risque-t-il de voir sa responsabilité mise en cause si le client n'est pas satisfait du professionnel recommandé? Si oui, sur quel fondement? Il n'a fait qu'apporter le dossier, il ne l'a pas traité. On évoque aussi le contrôle du bâtonnier, mais comment va-t-il contrôler concrètement dans un barreau comme Paris? Est-ce même son rôle dans la mesure où ce n'est pas d'honoraire, mais une commission? Donc, comment éviter que certains avocats se transforment en purs apporteurs d'affaires? Une telle activité serait-elle acceptable déontologiquement? Donc, comme je vous le disais, chez nous, en tout cas, la satisfaction du client prime, et il ne nous viendrait pas à l'idée de faire payer un dossier qu'on apporterait à un confrère. Donc, on peut toujours le faire de manière totalement désintéressée, en espérant qu'effectivement, le confrère puisse un jour éventuellement nous renvoyer l'ascenseur en nous apportant un dossier. Donc, nous avons quasiment jamais, ou rarement, très rarement, été confrontés à ce type de sujet qu'est l'apport d'affaires. Alors, est-ce que vous avez, mesdames, des avis sur le sujet? Alors, oui, moi j'ai effectivement un avis sur la question, et moi je pense que c'est une disposition qui est un peu arriérée, c'est-à-dire à notre époque, à l'époque de l'évolution de notre profession qui a connu sur les 15 dernières années vraiment je trouve que cette interdiction d'apport d'affaires, notamment entre avocats, elle pose un certain nombre de problèmes, notamment pour le développement des petits cabinets individuels. Parce que pour moi, les questions n'ont pas de raison d'être, en fait. Enfin, les problématiques qui se posent n'ont pas de raison d'être. Et en plus, il y avait quand même, c'est une question qui revient régulièrement depuis 2017, puisqu'il y a eu plusieurs travaux, notamment du barreau de Paris sur la question. Il y avait aussi sur les états généraux de la profession d'avocat qui ont lieu en 2019, une question qui avait été posée. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y avait quand même une majorité d'avocats qui avaient voté en faveur de l'apport d'affaires au moins entre avocats. C'est-à-dire que pour régler une problématique qui est quand même assez fréquente, qui est la sous-traitance. C'est-à-dire que il y a deux problématiques à interdire l'apport d'affaires entre avocats. Je vois moins les intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que l'apport d'affaires, il existe et il se fait dans des manières qui sont encore moins contrôlables et plus opaques pour le client. Parce que vous avez deux possibilités. Parce que quand vous avez un cabinet qui se lance ou un petit cabinet individuel, il y a deux possibilités. Quand il a un client, on ne parle pas d'un cabinet structuré ou qui pourrait offrir toutes les compétences, mais deux possibilités. Soit il va quand même prendre le dossier qui va être à la limite de son champ de compétences et faire quand même accepter une responsabilité et faire prendre un risque au client parce qu'on n'est pas dans son plein champ de compétences, soit il va faire appel à un autre confrère pour sous-traiter le dossier, puisque il ne faut pas se leurrer, c'est ce qui se passe dans un très grand nombre de cas. Mais la sous-traitance, c'est une forme d'opacité pour le client, parce que le client va aller voir un avocat qui ne maîtrise pas véritablement, qui renvoie vers un autre confrère, avec en plus beaucoup plus de risques au niveau de la responsabilité du confrère qui a accepté le dossier et qui finalement n'a pas les compétences. Donc pour moi,
ne serait-ce que sur cette question de l'apport d'affaires entre avocats, je ne vois pas les raisons objectives qui s'opposeraient à ce que cette interdiction elle soit levée. Et ça pourrait même avoir un intérêt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but c'est de favoriser les regroupements d'avocats, puisqu'on est quand même de plus en plus, les pans du droit sont exponentiels, c'est-à-dire qu'on est quand même de plus en plus spécialisé, parce que autant il y a quelques années en arrière, moi, quand j'ai commencé, on pouvait se dire un peu généraliste, autant maintenant, il y a tellement de nouveautés dans toutes les matières du droit que c'est très difficile de se mettre à niveau sur tout. Donc, ça permet aussi, par exemple, si vous voulez essayer de créer une synergie, avant d'opter pour une association ou avant d'opter pour quelque chose de plus structuré, d'essayer de faire une forme de synergie via l'apport d'affaires entre confrères. C'est-à-dire que vous maîtrisez pas une matière, mais vous allez renvoyer vers un confrère avec qui vous voulez faire une synergie, et puis vous pouvez voir si l'opération elle peut être rentable économiquement. Et moi, je pense que les jeunes confrères, ils sont plutôt ils ont plutôt envie que ces questions-là elles soient levées. Alors, c'est vrai que ça a été évoqué, on en a parlé lors de l'Assemblée générale du 9 octobre, et visiblement, il n'y a pas eu d'accord, puisque ça a été encore renvoyé à la prochaine Assemblée générale, puisqu'ils ont renvoyé pour essayer de trouver un consensus au sein des barreaux. Ce qui est dommage, c'est que moi, je trouve c'est quelque chose qui devrait pouvoir… pour moi, il n'y a pas de risque, notamment sur les commissions d'affaires entre avocats. Et ça me permettrait au contraire plus de transparence pour les clients et d'éviter, puisque de toute façon, dans les faits, il y a quand même ces formes de sous-traitance où il y a quand même des apports d'affaires qui ne sont pas rémunérés dans les faits, mais qui sont rémunérés d'une manière ou d'une autre. Alors, ça, c'est la question effectivement de l'apport d'affaires entre avocats, mais il se pose aussi la question de l'apport d'affaires à des tiers. C'est-à-dire que nous, quand même, en tant qu'avocats, on a quand même une grosse clientèle et on est pourvoyeur, selon les matières qu'on fait, envers beaucoup d'autres professionnels. Par exemple, s'il s'agit des experts comptables, si on parle de professionnels du droit, notaires pour les successions, quand on a des dossiers de succession et ou des dossiers de divorce, on va être gros pourvoyeur de dossiers, agents immobiliers aussi, gestionnaires de patrimoine. Nous, on est pourvoyeur de dossiers et on ne peut pas tirer profit du fait qu'on pourrait avoir une clientèle importante, et ce qui n'est pas le cas de la majorité des professions. Alors, il y a effectivement le principal frein qui est mis en avant par ceux qui sont contre la possibilité de réformer sur la question de l'apport d'affaires, c'est notamment la question des plateformes. C'est la peur effectivement que avec leur puissance, les plateformes prennent le pas. Alors moi, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de risque, et je pense au contraire que, puisqu'il y a un certain nombre de confrères qui sont inscrits sur les plateformes et ou sur les legal tech pour récupérer les dossiers, et que ces confrères-là préféreraient payer sur un véritable apport d'affaires, c'est-à-dire avoir véritablement des dossiers rentables, plutôt que faire des abonnements et payer, alors que finalement le taux de transformation est des fois très faible parce que les dossiers ne sont pas qualifiés. Je pense que les dossiers seraient beaucoup plus qualifiés s'il y avait une possibilité de rémunérer les apports d'affaires. Et alors, à la limite, je peux comprendre les freins ou les réticences qu'il y a par rapport à certaines professions non réglementées, encore qu'aujourd'hui, les legal tech, la profession s'en est quand même beaucoup emparée. Vous avez beaucoup de legal tech qui sont dirigés soit par des avocats, soit par des anciens confrères, des anciens avocats. Donc, il y a quand même dans notre profession des gens qui ont pris le lead en la matière. Mais vous avez aussi, aujourd'hui, c'est quelque part contradictoire de pouvoir créer des sociétés d'exercice professionnel avec des notaires, des experts comptables, avec tous les professionnels du chiffre et du droit réglementé avec lesquels on peut constituer des sociétés d'exercice, et de ne pas pouvoir essayer de tester la viabilité économique de ce projet via, au départ, la rémunération d'apport d'affaires. Bon, ce n'est que ma position sur cette question-là. OK. Donc, point suivant. Sur l'ouverture de nouveaux modes d'exercice. Voilà. Donc, alors, la rémunération de l'avocat lorsqu'il remplit certaines missions qui sortent, je dirais, de notre champ commun d'exercice. L'avocat fiduciaire, dans le cadre d'utilisation donc de la fiducie. La rémunération de l'avocat fiduciaire doit être distincte de celle des autres intervenants, et surtout, sa comptabilité doit être séparée de ses activités traditionnelles. Donc, voilà pour l'avocat fiduciaire.
L'avocat lobbyiste, donc, il doit produire, lui, une convention et des factures distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte d'un même client. Donc, je ne vous cache pas que c'est une mission, évidemment, que je n'exerce pas, mais que l'on doit pouvoir trouver avec notamment des confrères qui ont l'habitude d'intervenir près des instances européennes. L'avocat agent sportif. L'avocat agent sportif, donc c'est un sujet tout à fait à la mode. Contrairement à l'agent sportif, qui peut être rémunéré par le contractant du sportif, en l'occurrence le club professionnel, voire l'entraîneur, l'avocat ne peut être rémunéré que par son client. Deuxièmement, la rémunération de l'avocat agent sportif est limitée à 10% du montant du contrat. Et lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de la rémunération ne peut excéder 10% du montant de ce contrat. Autre spécialité, l'avocat mandataire d'artiste et d'auteur. Pour l'avocat mandataire d'artiste et d'auteur, la commission plénière de l'ordre du barreau de Paris est d'avis que la rémunération au pourcentage des contrats conclus est possible si ce mode de rémunération reste l'accessoire de l'activité principale de l'avocat. Cette rémunération au pourcentage doit alors être facturée sous forme d'honoraires incluant la TVA. Voilà. Peut-être que Christelle a un avis sur le sujet des avocats mandataires d'artistes. Ah. Oui, effectivement, c'est pour l'avocat mandataire d'artiste, effectivement, c'est un mode de rémunération qui reste un accessoire en fait de l'activité principale de l'avocat. Et donc, elle doit être facturée à part, puisqu'en fait, c'est pas lié à l'activité principale et elle n'est pas intégrée effectivement au même titre que la rémunération pour les autres dossiers que peut traiter l'avocat, hors sa fonction de mandataire agent d'artiste. Bon, on peut passer au point numéro 2, l'aide juridictionnelle et la protection juridique. Donc, l'aide juridictionnelle, l'AJ, le régime de l'aide juridictionnelle, droit d'accès à la justice pour les pauvres et les indigents a été consacré avec les lois du 3 janvier 1972 et du 10 juillet 1991. L'AJ s'applique à toutes les juridictions françaises. Elle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance, de protection juridique ou autre. Et il convient de distinguer l'aide juridictionnaire totale et l'aide juridictionnaire partielle. Alors, l'aide juridictionnaire totale, lorsque l'AJ est totale, la loi interdit tout autre mode de rémunération, sauf à ce que la décision passée en force de choses jugées, rendue au profit du bénéficiaire de l'AJ, lui procure des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'AJ, celle-ci ne lui aurait pas été accordée. Dans ce cas, l'avocat désigné peut demander à son client, après que le bureau d'AJ ait prononcé le retrait de l'AJ. L'aide juridictionnaire partielle, a contrario, lorsque l'aide juridictionnelle est partielle, la loi autorise l'avocat à établir une convention d'honoraires avec le bénéficiaire de l'aide. Le complément d'honoraires sera donc fixé entre l'avocat et son client via une convention d'honoraires qui devra être soumise au bâtonnier pour avis. Concernant la protection juridique, la protection juridique n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat de protection juridique. La protection juridique prime donc sur l'aide juridictionnelle. L'avocat qui reçoit un client devra donc en premier lieu lui demander de vérifier s'il possède
une telle garantie et obtenir le contrat pour savoir quels sont les risques couverts. C'est vrai que pour ceux qui font du contentieux chez nous, notamment les clients qui ne sont pas les clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, on leur demande systématiquement s'ils ont effectivement une protection juridique dans leur contrat d'assurance. L'avocat donc doit s'assurer que la garantie peut être mise en œuvre et attirer l'attention du client sur les modalités du fonctionnement de la garantie. L'avocat ne doit jamais perdre de vue que la garantie, qu'il est l'avocat de l'assuré, pardon, et non l'avocat de l'assureur, auquel il n'a aucun compte à rendre et auquel il doit systématiquement opposer le secret professionnel. Donc c'est à l'assuré en fait de faire son affaire avec l'assureur protection juridique dans le cadre de la relation d'assurance qui les lie et qui leur est propre. Il faut donc établir une convention d'honoraires avec l'assuré, le client, mais en aucun cas, bien entendu, avec l'assureur. Voilà, sur le sujet. Alors, juste peut-être que je me permets peut-être de rebondir sur ce que vient de dire Patrick à propos de l'aide juridictionnelle. Donc, les clients qui bénéficieraient de l'aide juridictionnelle totale, n'hésitez pas, selon la nature, on va dire, du contentieux et les montants qui sont en jeu, à faire signer dès la prise de mandat une convention d'honoraires sous condition suspensive de retrait d'aide juridictionnelle. Ça vous évite après toute discussion quant à l'exécution et l'application d'un éventuel honoraire de résultat quand on rentrerait dans les conditions de retrait de la décision d'aide juridictionnelle. Donc, ne le faites pas après en fonction véritablement du gain obtenu, mais par exemple, on va prendre l'exemple d'un dossier à l'aide juridictionnelle de discrimination ou de harcèlement moral en droit du travail, discrimination par exemple par rapport à l'application de la grille tarifaire prévue par la convention collective pour des salariés qui ont une ancienneté importante, les montants qui sont en jeu peuvent être particulièrement significatifs. Il y a de fortes chances qu'en cas de gain du dossier, le client va percevoir des sommes qui ne lui auraient pas fait bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc, au moment où vous remplissez votre dossier d'aide juridictionnelle, c'est exactement pareil en matière de préjudice corporel pour des accidents qui sont graves. N'hésitez pas, au moment où vous remplissez le dossier d'AJ, en même temps, à faire signer à votre client une convention d'honoraires, donc sous condition suspensive de retrait d'aide juridictionnelle. L'honoraire de résultat est figé dès que vous acceptez le dossier. Et après, c'est particulièrement difficile pour le justiciable de le contester si le bureau d'aide juridictionnelle prononce le retrait de l'aide juridictionnelle. Voilà, c'était toute la petite parenthèse que je voulais faire pour les dossiers à l'aide juridictionnelle lorsque les enjeux financiers sont importants. Christelle, Camille, un avis? Non? Juste, il y avait une question qui était posée sur en matière d'AJ partiel. Effectivement, la convention d'honoraires qui est régularisée avec le client doit être soumise au visa du bâtonnier. Ça, effectivement, ça fait partie des obligations pour l'AJ partiel. Ok, parfait. Donc, le bon moyen de se protéger, le point 3, c'est la rédaction de la convention d'honoraires. Si on peut passer à la slide suivante. C'est OK. OK. Alors, sur le premier point, information du client et obligation de conseil. Donc, en fait, la convention d'honoraires, c'est un contrat. C'est un contrat que l'avocat passe avec son client. Et le droit commun a vocation à régir sa validité. Hein. Donc, l'article 1128 du Code civil, consentement et capacité à contracter du client, et existence, bien entendu, d'un contenu licite et certain du contrat. Les personnes physiques et morales avec lesquelles l'avocat conclut une convention sont susceptibles d'être qualifiées de consommateurs ou de non professionnels au sens de l'article
L111.1 du Code de la consommation. Cet article s'applique donc à la relation avocat-client. Et au terme de cet article, l'avocat est tenu, avant d'être lié par un contrat, d'informer le consommateur sur le prix du service qu'il propose. Et l'avocat est également tenu de conseiller le client dans son intérêt. Alors, comment prouver la preuve que l'on a, slide suivant, l'ouverture de nouveaux modes de transmission de la convention d'honoraires, c'est la signature électronique. Si traditionnellement la conclusion de cette convention s'effectue au sein du cabinet d'avocats, rien ne s'oppose à qu'elle soit à distance et par voie électronique. Dans une telle occurrence, les articles relatifs à la conclusion d'un contrat par voie électronique s'appliquent. L'avocat doit alors instaurer un système de signature électronique de la convention consistant en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il devra en outre s'assurer de la bonne conservation des clés électroniques sous les conditions de l'article 1366 du Code civil. Alors, je ne vous cache pas que si on n'utilise pas la signature électronique, ce que nous ne faisons pas encore chez nous, c'est le bon vieux papier qu'on envoie au client, soit par courrier, soit par mail, et on attend un retour avec le bon pour accord sur le document qui nous revient, soit par mail après avoir été scanné, soit par courrier après qu'une copie ait été faite et signée par le client. Concernant les conditions générales de prestation de service, l'article L112.1 du Code de la consommation impose d'informer le consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage et par tout autre procédé approprié sur les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services. Donc, l'avocat doit s'assurer que le client ait pris connaissance et adhère aux conditions générales de prestation de service. Donc, je sais que pas tous les cabinets ont des conditions générales de service. Nous, on en a fait il y a déjà un certain temps. Et on veille à ce qu'elle soit transmise notamment aux clients nouveaux. C'est quasi systématique, soit remis en main propre, soit adressé par mail. Et donc, c'est devenu quelque part un second réflexe qui nous permet effectivement de pouvoir éviter un certain nombre de contestations ou de discussions qui risqueraient ultérieurement d'intervenir avec un avocat, avec un client en tout cas qui ne serait plus d'accord avec notre mission. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des retours d'expérience chez mes consoeurs sur le sujet? Oui, alors tout à l'heure on a évoqué la signature électronique. Alors c'est vrai que le CNB a mis en place un outil via la TVA pour signer électroniquement la convention d'honneur. Pour l'instant, je n'ai pas pu l'essayer parce que visiblement ça ne marche pas encore. Non, mais ça ne devrait pas tarder. Ça fait déjà un certain temps qu'au cabinet, je fais signer mes conventions d'honoraires de manière électronique via. Alors moi j'utilise DocuSign parce qu'ils ont le certificat IDAS. Qui permet en fait par tout un cheminement de prouver en fait la signature. Donc quand on rentre la convention d'honoraires, elle est envoyée par mail et nous on procure un code à notre client pour s'assurer que c'est bien lui qui signe la convention d'honoraires. Ce qui est bien sur cette application, c'est qu'on peut mettre un rappel. Souvent moi je mets un rappel tous les 3 jours et donc de manière automatique tous les 3 jours. Enfin après on peut paramétrer le nombre de jours, mais tous les 3 jours, mon client, tant qu'il n'a pas signé sa convention d'honoraires, il se reçoit un rappel au fait
si vous n'avez pas signé la convention d'honoraires de Maître Merlet, n'oubliez pas, elle vous attend. Et je trouve que pour transformer, c'est vraiment bien, puisque du coup, non seulement ça fluidifie l'échange, puisqu'ils signent d'une manière électronique, et en plus de ça, ça fait le rappel pour moi. Je n'ai pas besoin, moi, de relancer le client en lui disant, au fait, est-ce que vous avez bien reçu? Et si le client signe tout de suite, j'en suis avertie immédiatement, et je trouve que ça fluidifie beaucoup les échanges. Donc, je vous recommande d'utiliser cet outil-là si vous êtes à l'aise avec, évidemment. Après, j'ai vu que dans le chat, justement, il y avait une question aussi sur l'affichage dans les cabinets des honoraires. Et du coup, là, je vais passer la parole à Christelle, puisque en préparant la formation, justement, c'est quelque chose qu'on avait évoqué. Donc, Christelle. Oui. Ah, ton micro est coupé. Oui, le micro est coupé, oui. Christelle. Christelle, le micro. Ouais, alors. Christelle, ton micro est coupé. Christelle, le micro. Pardon, excusez-moi. Il y a une question sur le chat où il est mentionné, est-ce que les avocats doivent afficher les prix dans leur cabinet? En pratique, je ne l'ai jamais vu. Donc, effectivement, c'est ce que je disais, il y a une obligation d'affichage qui résulte à la fois, enfin, c'est pas d'affichage au sens propre, mais c'est il faut avoir porté à la connaissance du client le prix du service par tout moyen, notamment par voie d'affichage. Et ça résulte à la fois des dispositions du Code de la consommation et des dispositions du Code de commerce qui obligent tout prestataire de service, dont les avocats, à porter à la connaissance de leurs clients leurs tarifs horaires, un peu comme les médecins. En fait, on a les mêmes obligations que les médecins, c'est-à-dire qu'on doit avoir porté à la connaissance du client préalablement à la première consultation notre tarif horaire, le prix d'une consultation, les éléments de détermination de la rémunération. Et effectivement, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, je sais qu'il y avait, parce qu'on peut être contrôlé, alors j'ai jamais trop vu de contrôle, moi, mais par la direction de la répression des fraudes, qui peut vérifier effectivement que ça a bel et bien été porté à la connaissance du client. Et il y a des cabinets d'avocats qui, dans leur salle d'attente, affichent tout simplement leur taux horaire, en fait, ou le prix de la première consultation. Après, à mon avis, ça peut être résolu aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous mentionnez sur les mails aux clients, si vous joignez vos conditions générales, enfin, si vous avez des conditions générales de prestation de service et que sur un mail où vous donnez un rendez-vous avec un client, vous lui joignez vos conditions générales d'intervention, à partir du moment où vous avez porté ces éléments à sa connaissance, on peut, à mon avis, rien vous reprocher parce que les dispositions, que ce soit les dispositions du Code de la consommation et les dispositions du Code de commerce, elles ne prévoient pas, à proprement parler, un affichage, mais elles prévoient d'avoir porté préalablement à toute prestation, porté à la connaissance du client la méthode de fixation des honoraires et le coût des honoraires, le taux horaire des honoraires, en fait, notre taux horaire. Et c'est vrai que si vous avez une clientèle de particuliers qui viennent sans avoir ce qui pouvait être le cas auparavant, il y avait des confrères qui procédaient par voie d'affichage en ayant dans la salle d'attente, un peu comme vous pouvez trouver pour les médecins qui sont déconventionnés, le tarif de leur consultation. Marie-Caroline, est-ce que tu pourrais intervenir sur, notamment toi, dans des conventions d'honoraires lors de sessions de fonds de commerce? Souvent, il y a beaucoup d'actes qui se multiplient par la suite et tu m'as dit que tu avais changé de politique et que maintenant tu mettais directement dans tes conventions d'honoraires justement le tarif des éventuels autres actes qui pourraient être liés à la session. Oui, mais c'est exactement pareil, comme on a dit tout à l'heure, sur la question en fait de l'honoraire forfaitaire. En fait, ce sont les honoraires complémentaires. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que pour une session de fonds de commerce basique, traditionnelle, avec l'expérience, on sait exactement ce à quoi on doit s'attendre, on sait à peu près les délais pour entre le premier rendez-vous client jusqu'à la date de signature de l'acte réitératif, puis après par la suite, éventuellement, si on est également séquestre du client. Donc, on arrive à peu près à encadrer l'opération qui nous permet de donner notre tarification forfaitaire pour la cession des fonds de commerce. Mais d'expérience, notamment pendant cette période
sanitaire particulièrement troublée, où les délais se sont fortement allongés, et notamment les délais de traitement des dossiers au niveau des banques, on arrivait finalement à des situations, à des opérations qui allaient quand même aller à leur terme, mais avec des acquéreurs qui étaient obligés de changer leur fusil d'épaule et de faire appel en fait à mettre en concurrence, bon, ils le font systématiquement, hein, mettre en concurrence différents établissements bancaires, mais avec les délais de réponse, finalement on arrivait, je me suis retrouvée là récemment à devoir régulariser 3 avenants de prolongation à mon compromis de vente, puisque d'une chose et de l'autre, les banques n'arrivaient pas à se positionner, avec la question du télétravail où il y avait des délais de réactivité qui étaient moindres, avec les services du greffe qui étaient encombrés pour l'immatriculation de la structure, et finalement, mon forfait de base, alors que c'était une petite session de fonds de commerce qui normalement n'aurait pas dû poser de difficultés, je me suis retrouvée avec une usine à gaz, 3 avenants au compromis de vente, une renégociation, un avenant au bail commercial, alors que n'est absolument pas inclus, et différents actes qui ont fait que mon forfait, j'étais complètement absolument pas rentable, hein, d'être déficitaire sur celui-là. Donc du coup, comme tu le disais Camille, la dernière demande de devis qu'on m'a demandé de faire pour une session de fonds de commerce, j'ai indiqué mon honoraire forfaitaire et j'ai justement chiffré. Je parle pour les petites sessions de fonds de commerce, c'est-à-dire les petites sessions de fonds de commerce, où généralement les parties ont un forfait de base relativement faible, hein, et je parle pour les sessions de moins de 100 000 euros, voire même moins de 50 000 euros. On ne peut pas appliquer, on applique obligatoirement des tarifs raisonnables, mais quand même prévoir tous les aléas qui peuvent se passer entre la signature du compromis et la réitération de l'acte. Donc du coup, maintenant, c'est systématiquement prévu pour justement que le client puisse avoir une visibilité. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est création d'entreprise, c'est-à-dire les créateurs qui vont créer leur activité en rachetant un fonds de commerce, je leur dis bien que sur leur prévisionnel qu'ils établissent avec leur expert comptable, de prévoir une certaine marge de manœuvre par rapport à mon devis pour justement leur permettre d'inclure les différents actes qui peuvent avoir lieu du fait du retard dans le degré du dossier. Moi, j'ajouterai un point sur les sessions de fonds de commerce. Juste une précision parce que il y avait une question sur le chat qui disait comment concilier le principe d'un affichage et celui de la facturation en fonction de la fortune du client. Ce que vous pouvez faire, c'est mentionner, si vous faites une petite affiche dans votre bureau que vous allez accrocher derrière la porte de la salle d'attente, par exemple, où vous mettez votre taux horaire, je ne sais pas moi, n'importe quoi, 250 €, ou le prix d'une consultation, 250 €. Quand vous recevez quelqu'un, si vous voyez qu'il est peu fortuné, vous pouvez toujours, ce qu'on peut faire aussi des fois avec des dossiers vous pouvez mettre par exemple le taux horaire 250 €, ramener à titre exceptionnel à la somme 2. Parce qu'en fait, l'affichage, c'est juste une obligation d'information du client. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas aller en deçà. La difficulté, ce serait plutôt d'aller au-dessus. En fait, c'est là où le client pourrait vous le reprocher, c'est si vous mentionnez un taux horaire à 250 € et que finalement, si vous ne le réactualisez pas et qu'à un moment, vous passez votre taux horaire à 320 € sans avoir informé le client de la modification. Si c'est à la baisse, ça sera jamais de difficulté. Ça ne posera jamais de difficulté puisque vous pouvez toujours soit faire du pro bono, soit à titre exceptionnel consentir une réduction de votre taux horaire. Oui, moi je voulais ajouter tout à l'heure en matière de cession de fonds de commerce, lorsqu'on assiste le cédant, en général les honoraires de la rédaction d'actes appartiennent à l'acquéreur pour son conseil. Mais lorsqu'on assiste le cédant, nous sommes souvent appelés à intervenir dans le cadre de la gestion du séquestre et de la gestion des oppositions. Et là, je dirais qu'il n'y a pas de petits dossiers ni de gros dossiers. On peut avoir des dossiers qui sont extrêmement chronophages et qui peuvent nous amener à passer un temps fou, à répondre, à écrire aux créanciers, aux opposants, à écrire aux administrations, à écrire aux clients, à discuter avec lui. Donc, en général, nous, ce qu'on prévoit, c'est un honoraire auto à l'heure, en fait, et qui est indiqué au client, et on prend soin de bien noter tout le temps qu'on passe à gérer ces oppositions, et pour se rendre compte qu'il y a des dossiers qui passent comme une lettre à la poste, il n'y a aucun souci, ça va très vite, et d'autres dossiers où on a un travail énorme
à écrire aux uns et aux autres. Et si on n'a pas prévu, on a des difficultés effectivement à le faire payer au client. Alors, tant qu'on a quelque part, entre guillemets, un droit de rétention sur le prix, on peut toujours avoir un moyen de pression sur le client. Mais lorsque le prix a été intégralement absorbé par les oppositions, il ne reste plus grand-chose. Voilà. Le point que je voulais faire valoir sur les sessions de fonds. Il y a eu une autre question aussi de Sabine qui nous demandait par rapport à une pratique des prix pour les sessions de fonds et notamment pour les petites sessions entre guillemets en deçà de 100 000 €. C'est vrai que c'est compliqué hein, de fixer justement un honoraire. Marie-Caroline, est-ce que toi aussi tu pourrais intervenir là-dessus? Effectivement, je rejoins, donc c'est Sabine hein, qui disait ça, hein, oui. C'est qu'il y a une pratique de certains avocats qui appliquent un pourcentage sur le prix de vente. Ouais. Donc en fait, un pourcentage qui peut être dégressif avec un minimum. Sauf que là aussi, moi j'ai du mal à fonctionner comme ça, mais si ça peut être quand même un indice, on va dire, dans la fixation des honoraires. Mais tout dépend, et là je rejoins ce que Patrick disait pour la question de la gestion du séquestre. Hein. Il y a des dossiers de cession de fonds, on va dire, peu importe le montant du prix de vente, où tout se déroule, mais sans aucun anicroche, les conditions suspensives sont levées sans aucune difficulté et tout coule de source. Et des fois, des petites sessions où on va se retrouver envers les hypothèques dans des problématiques incroyables. Il va y avoir une difficulté par rapport aux locaux commerciaux, des travaux qui sont prévus par la copropriété, enfin j'en passe et d'autres. Les ravalements de façade, ça c'est pour les avocats marseillais où c'est la grande, puisque tout le centre-ville est totalement rénové, qui peuvent vraiment venir complètement compliquer le dossier. Donc se contenter en fait de fixer l'honoraire en matière de cession de fonds uniquement sur la vente, ça me paraît quand même pas forcément correspondre à la réalité. Et puis surtout que là, on revient en fait aux critères, on va dire, de fixation des honoraires. Donc, on ne parle pas de la fortune du client, mais on parle en fait par rapport finalement à la difficulté du dossier et tout en gardant à l'esprit la rentabilité. Donc, moi, mon taux horaire que je vais appliquer ne sera pas nécessairement le même que celui de Camille, que celui de Patrick ou que celui de Christelle par rapport en fait aux charges que je vais devoir supporter à titre personnel dans le cadre de mon exercice. Donc, je trouve que cette question de forfaitiser, que vous forfaitisiez vous-même en disant, par exemple, les sessions à moins de 100 000, je les tire à X € parce qu'une fois que j'ai fait mes questions de rentabilité, c'est comme ça, mais après un pourcentage, et après on arrive sur des sessions, bien évidemment, des sessions de fonds notamment, avec des prix de vente importants, à des sommes qui peuvent être complètement déconnectées de la réalité, alors qu'il n'y a pas forcément de difficultés particulières. Voilà. Et après, quand vous me dites des honoraires raisonnables, c'est des honoraires où vous arrivez à rester rentable. C'est-à-dire que, par exemple, alors 100 000 €, effectivement, c'est considéré comme une petite session, mais pour tous ceux qui sont à Marseille, il y a beaucoup de sessions de fonds artisanales, où là, en plus, au niveau de la valorisation, c'est particulièrement compliqué, hein, parce que où il y a véritablement un institut personné, où on ne peut pas véritablement valoriser le fonds artisanal. Hein. Je parle pas par exemple, un salon de coiffure, je ne parle pas des franchisés, mais un petit salon de coiffure individuel, si ça se vend 30 000 € ou 40 000 €, ça me semble complètement disproportionné si l'avocat demande 10 000 € pour rédiger l'acte de cession de fonds. Voilà, ça c'est par rapport aussi au prix et par rapport aux diligences, ce qui vous permet vos devoirs. Et bien évidemment, on exclut des honoraires, tout ce qui est prise de garantie pour le compte de la banque, prise c'est-à-dire signature du contrat de prêt sous la responsabilité de l'avocat, ça je l'inclus en honoraires supplémentaires. Et bien évidemment, séquestres qui sont en principe à la charge à la charge du vendeur. Ça c'est hors honoraires forfaitaires, même en étant rédacteur unique. Voilà. Oui, Merci Marie-Caroline. Juste un instant, il y a eu une question posée par Christian qui est: est-ce qu'un avocat peut résilier une convention d'honoraires forfaitaires en cours de procédure lorsque la totalité des honoraires ont été réglés par le client? Et Christelle se propose de répondre à cette question.
Oui, en tout cas de tenter d'y répondre. À mon sens, vous pouvez à tout moment résilier la convention d'honoraires. Après, pour moi, tout dépend de ce que vous avez prévu sur justement le dessaisissement, qu'il intervienne de l'avocat ou du client. C'est-à-dire que c'est la clause de dessaisissement en fait qui va être importante pour voir parce que vous pouvez prévoir qu'il y a des confrères qui prévoient par exemple dans leur convention d'honoraires qu'en cas de dessaisissement, la convention d'honoraires deviendra caduque et que les honoraires ils seront calculés sur la base des critères de l'article 10. C'est-à-dire, par exemple, le temps passé, indépendamment du forfait que vous avez pu proposer. Et dans ce cas-là, à mon sens, si vous avez passé suffisamment de temps sur le dossier, peu importe que la totalité des honoraires ait été réglée. Et voilà. Après, c'est-à-dire que pour moi, tout va dépendre de la rédaction de votre convention d'honoraires. Est-ce que le forfait prévoyait était concomitant à un volume d'heures? Est-ce que la résiliation, elle intervient à proximité, par exemple, de la fin de la procédure, c'est-à-dire que quasiment tous les actes ont été faits. Par exemple, si on est dans le cadre d'une procédure judiciaire et qu'il ne reste que l'audience de plaidoirie, à mon sens, on peut parfaitement résilier et conserver la totalité des honoraires. Mais encore une fois, ça dépend véritablement des clauses de la convention d'honoraires. Et après, je pense que dans le cadre d'une procédure de taxation, parce que forcément, là, c'est le genre de dossier qui passe directement à la taxation, donc le contrôle de l'ordre. Là, je rejoins Christelle, il faut être effectivement particulièrement vigilant sur la façon dont la clause de dessaisissement est rédigée, qui prévoit d'ailleurs souvent le dessaisissement par le client, mais pas forcément en fait l'espèce de droit de retrait que l'avocat pourrait proposer. C'est-à-dire que déjà, il faudrait, à mon sens, qu'il y ait un juste motif de résiliation, donc ça serait notre clause de conscience, en disant qu'il n'y a plus la même vision de la stratégie du dossier avec le client. Et après, ça pourrait faire l'objet d'une réduction s'il y avait un contrôle ordinal, me semble-t-il. Si le forfait a été totalement payé en début de procédure et que l'avocat n'a pas réalisé la totalité des diligences qui étaient insérées dans le forfait, là, c'est sujet à discussion sur l'applicabilité de la totalité. Bon, il nous reste le point 4 à traiter. Le temps passe, donc slide suivant. Donc, on a vu les honoraires, on les a discutés avec le client, on a essayé en tout cas de prévoir une convention, et malgré tout, on peut avoir un problème pour récupérer nos honoraires. Donc, le recouvrement des honoraires, on va regarder en premier lieu la procédure de taxation frais et débours. Donc, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées par la procédure dite de contestation en matière d'honoraires et de débours. En cas de conflit sur le montant ou le paiement des honoraires, le bâtonnier, qui est le juge de première instance, peut être saisi par le client ou son avocat afin d'évaluer lui-même de façon objective le coût de la prestation, et on parle alors de taxation. Cette procédure relève de la compétence exclusive du bâtonnier qui dispose à ce titre d'un pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire qu'il intervient comme premier degré de juridiction en rendant une ordonnance de taxation. Alors, la saisine, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais enfin, en tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, ça nous arrive régulièrement de devoir saisir le bâtonnier. Il est saisi donc par le bâtonnier, le bâtonnier est saisi par le client ou par un avocat de toute réclamation ayant pour objet ces honoraires. Il les fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé. On pourrait imaginer que demain on puisse le faire par voie électronique, ce qui serait effectivement beaucoup plus efficace et rapide, souvent lorsqu'il y a surtout de nombreuses pièces à joindre. Cette demande doit être motivée. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation, informe l'intéressé que faute de décision dans le délai de 4 mois, il pourra saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'1 mois. Alors, décision et recours. Le dossier est suivi par un rapporteur qui est désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats expérimentés, et le rapporteur a pour mission de recueillir les observations de l'avocat et du client qu'il transmet au bâtonnier. En général, c'est fait par voie écrite. Le bâtonnier rend alors l'ordonnance de taxation qu'il signe.
il dispose pour rendre sa décision d'un délai de 4 mois qui peut être prorogé dans la limite de 4 mois par décision motivée. Si dans le délai de 4 mois non prorogé, le bâtonnier n'a pas rendu sa décision, il appartient au demandeur de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'1 mois. La décision doit être notifiée par lettre au commandataire dans les 15 jours de sa date et devra mentionner à peine de nullité les délais et modalités de recours. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'1 mois à compter de sa notification. À défaut, l'ordonnance de taxation du bâtonnier est définitive. Dans ce cas, l'ordonnance de taxation du bâtonnier est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Juste sur ce sujet, je peux vous dire que souvent, on obtient la taxation par le bâtonnier, mais il ne faut pas croire que pour autant on est gagné, parce qu'il faut ensuite aller recouvrer les sommes que l'on nous doit. Et je ne vous cache pas que c'est souvent un exercice difficile et malheureusement, on a souvent beaucoup de mal à obtenir effectivement le recouvrement de nos honoraires, quand bien même ils auraient été taxés par le bâtonnier. Point suivant, c'est le point de réduction des honoraires. Donc, une fois l'action en contestation des honoraires ouverte, le juge de l'honoraire peut réduire les honoraires initialement convenus avec le client. Donc, c'est toujours le bâtonnier en première instance et on appelle le premier président de la cour d'appel. Lors de l'exercice de son pouvoir de réduction, le juge bénéficie d'une certaine liberté puisqu'il n'est pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères énumérés à l'article 11.2 du RIN, mais seulement de faire état des critères déterminant son estimation, l'appréciation des diligences accomplies, relevant quant à elle de son pouvoir souverain. En pratique, les honoraires sont réduits lorsqu'ils apparaissent exagérés au regard du service rendu ou lorsque l'avocat n'a effectué aucune diligence, ce qui peut se comprendre. A contrario, si les sommes versées constituent la juste rémunération du service rendu, il n'y a pas lieu à réduction. Dernier point, c'est la succession d'avocats et les règles à respecter. L'avocat donc qui reçoit l'offre d'un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur au conseil du client. L'avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s'enquérir des sommes pouvant lui rester dues. L'avocat dessaisi ne disposant d'aucun droit de rétention, il doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier. Et le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier. Là, je ne vous cache pas qu'on touche un point assez sensible parce que vous imaginez que lorsque vous êtes dessaisi d'un dossier, c'est que le client n'est pas forcément satisfait de votre façon de travailler ou de traiter le dossier et que si le confrère, le nouveau confrère qui est saisi va s'enquérir de savoir si vos honoraires ont été payés ou non, bon, il va s'en enquérir, mais après, je veux dire, il n'est pas certain que ce soit pour vous le moyen le plus sûr d'obtenir le paiement de vos honoraires. Donc, concernant l'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut réclamer des honoraires, que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celui-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'AGI et le bâtonnier. Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier. Dernier point, le pouvoir de réduction des honoraires. Une fois que l'action en contestation des honoraires ouverte, le juge de l'honoraire peut réduire les honoraires initialement convenus avec le client.
Non, excusez-moi, mon Dieu, j'ai fait une inversion de papier, donc c'est bon. On avait terminé avec les règles à respecter en cas de succession d'avocats. Voilà. Oui, alors je me permets de prendre la parole et de rebondir sur ce que vient de dire Patrick. C'est un sujet quand même qui pose difficulté. Il y a pas mal de dossiers qui sont soumis au contrôle de l'ordre lorsqu'il y a une succession d'avocats et notamment le respect ou surtout le non-respect par certains confrères des règles qui sont applicables. Donc, je vous invite à être particulièrement diligent. On est dans le cadre d'un atelier sur la déontologie. Un petit point sur l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une succession d'avocats dans le cadre d'un dossier qui est rémunéré, théoriquement, chacun des avocats a régularisé sa propre convention d'honoraires et effectivement, l'avocat qui prend la suite du premier avocat doit demander si le client est en règle, mais théoriquement, le premier avocat a d'ores et déjà perçu une rémunération. Quand on est dans le cadre d'une succession de confrères intervenant tous les deux à l'aide juridictionnelle, parce que c'est souvent le cas, ça arrive souvent, que des confrères qui intervenaient au titre de l'aide juridictionnelle sont dessaisis par d'autres confrères qui interviennent également au titre de l'aide juridictionnelle. Au titre de nos règles déontologiques et notamment de notre principe de délicatesse qui doit présider dans le cadre de nos échanges, théoriquement, il doit y avoir un partage d'aide juridictionnelle. Et notamment si le premier avocat qui intervenait au titre de l'aide juridictionnelle a réalisé des prestations. C'est-à-dire que théoriquement, les règles confraternelles voudraient que puisque l'aide juridictionnelle est perçue par le dernier avocat qui intervient, théoriquement, il devrait y avoir une rétrocession à tout le moins en partie de la rémunération allouée au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat qui est intervenu en premier. Voilà, c'était le petit point que je voulais vous faire sur la succession d'avocats lorsque tous les deux avocats interviennent au titre de l'aide juridictionnelle. Moi, j'ajouterais simplement un point, c'est qu'il est souvent regrettable qu'il n'y ait pas d'article 700 lorsqu'on fait taxer ces honoraires, parce que souvent, il faut passer beaucoup de temps pour reconstituer le dossier, répondre aux demandes, et ce temps-là est perdu et ne peut pas être compensé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin. Je crois qu'on a fait le… Oui, Christelle voulait faire une petite intervention sur le délai de prescription et éventuellement essayer de répondre à Louis. Sur la question, elle est pas sur le chat, elle est sur question. Bonjour, peut-on envisager que l'honoraire soit payé par un tiers, exemple le mari pour son épouse ou inversement lorsqu'il y a un lien proche et une explication logique? Alors d'abord, juste, je voulais juste revenir sur la procédure de taxation, sur un point qu'on n'avait pas évoqué, qui à mon avis est important, c'est sur les délais de prescription, parce qu'il y a pas mal de jurisprudence qui ont été rendue, et comme nous, on est considérés comme des professionnels du droit, le délai de prescription biennale de 2 ans s'applique lorsque nos clients peuvent être considérés comme consommateurs. Donc, la définition de consommateur peut être quand même relativement large, puisque le consommateur, c'est celui qui n'est pas un professionnel dans son secteur d'activité. Il y a d'ailleurs une décision qui a été rendue sur cette question-là par la Cour de cassation qui, n'a pas fait application, heureusement, du délai de prescription biennale, puisque c'était une société, en fait, il y avait un litige entre un avocat et son client qui était une personne morale concernant le recouvrement d'honoraires et l'application de la convention d'honoraires. L'avocat saisit le bâtonnier demande d'une procédure de taxation. Le bâtonnier y fait droit. En appel, la procédure la Cour d'appel, le premier président de la Cour d'appel estime que la procédure est prescrite puisque s'est écoulé un délai de 2 ans depuis la dernière facturation. Donc, il y a une décision qui a été rendue par la Cour de cassation, je ne sais plus si c'est 2019, je l'ai là, je vais vous la mettre sur le chat, 2019 ou 2020,
qui casse pour deux raisons, puisqu'elle rappelle que le délai de prescription biennale, c'est un délai qui n'est applicable qu'aux consommateurs et que le Code de la consommation définit le consommateur comme une personne physique, donc de toute façon, qui n'est pas un spécialiste dans le domaine d'activité considéré. Mais là, s'agissant d'une personne morale, il n'y avait pas de débat, ça ne pouvait pas être un consommateur, donc le délai de prescription biennale n'était pas applicable. Et elle confirme un autre point de sa jurisprudence qui est le fait qu'en fait, le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement d'honoraires, de la procédure de taxation, c'est pas forcément la dernière facturation émise, mais c'est la fin du mandat. Et en fait, elle dit que la Cour d'appel, elle n'a pas recherché à quelle date le mandat avait pris fin et que c'est inopérant la date de la dernière facturation parce que c'est pas à la date de la dernière facturation que l'avocat arrête nécessairement d'intervenir. Donc, c'est quand même un élément important à prendre en considération parce que c'est vrai que si vous avez une clientèle de particuliers qui peuvent être considérés comme des consommateurs ou de professionnels qui peuvent être considérés comme des consommateurs dans ce domaine-là, 2 ans, ça peut passer vite à la fin du mandat, le temps de faire une espèce de recouvrement amiable, c'est vrai que ça peut passer vite. Alors, sur la précédente question qui était posée sur le fait de... En fait, ce qui est prévu, c'est que le paiement des honoraires, ça intervient soit par le client, soit par ses mandataires. Donc après, s'il y a une forme de logique, pourquoi pas, c'est-à-dire que si c'est l'épouse dans quelque chose qui intervient, après, il faut quand même qu'il y ait un lien, à mon avis, suffisant, parce que sinon c'est pas possible de payer pour un tiers. Le paiement pour un tiers n'est pas possible sinon. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour? Camille, tu veux dire un mot de conclusion peut-être? Pardon, ça a sauté, j'ai pas entendu, Alexis, excuse-moi. Je te disais, est-ce que tu veux dire un mot de conclusion pour terminer ce webinaire? Moi, je veux bien, Patrick, il y avait une conclusion où je peux conclure? Non, il n'y a pas de conclusion particulière, tu peux conclure sans problème. D'abord, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'ai vu qu'il y avait eu de nombreuses questions et interactions. Je vous remercie beaucoup parce que c'est ça qui a rendu vivant ce webinaire. J'ai beaucoup apprécié aussi les nombreux retours d'expérience et c'était exactement comme ça que j'avais imaginé en fait cette formation sous la forme d'un webinaire, puisque c'est vrai que la déontologie, je l'ai d'abord appris à l'école, hein, comme tout le monde, et je trouve que quand on l'apprend à l'école, on est trop jeune pour comprendre ses réels enjeux, ses tenants et ses aboutissants. Et après, quand on prête serment, on a évidemment les bases de ce qu'est la déontologie. Ça, je veux absolument pas remettre en cause la formation. C'est pas le but de mon propos, mais c'est vrai que quand j'ai prêté serment, moi, je me suis rendu compte que j'avais pas mesuré ce que c'était. Et je trouve que outre des règles essentielles, c'est aussi n'ayons pas peur des mots. Notre déontologie, c'est un atout, mais c'est aussi une force commerciale et que je peux mettre en avant auprès de mes prospects et de mes clients. J'avais encore pas mesuré à quel point la déontologie, c'était pas seulement du bachotage sur le Damien pour l'obtention du CAPA, mais une réelle matière vivante qui se vit et se comprend encore plus au quotidien grâce au retour d'expérience, notamment comme tout à l'heure. Et bon, alors même si je suis toujours une jeune avocate, aujourd'hui j'ai mûri ces réflexions en travaillant notamment au sein de la CE et je remercie Christelle de nous avoir notamment éclairé sur le programme de la CE au CNB sur notamment l'apport d'affaires et toutes les évolutions que ça peut apporter et qui sont nécessaires, puisque aujourd'hui, il est important de s'adapter. Et c'est d'ailleurs, je crois, la première mesure de la CE, qui est adapter notre déontologie aux défis économiques d'aujourd'hui et de demain. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire.
notamment par des interventions de qualité. Et je vous dis à bientôt, puisque cette formation est suivie d'une formation toujours sous la forme d'un webinaire sur le conflit d'intérêts. Donc, je vous dis à tout à l'heure et je remercie encore Patrick Arnaud, Marie-Caroline, Christelle et évidemment Alexis de SideQuest. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dans le chat le lien vers le prochain webinaire s'il y en a qui veulent s'y joindre. Voilà, vous l'avez dans le chat. Très bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Salut.